Bonjour, nous sommes le vendredi 24 janvier 2020 et je voudrais revenir dans cette petite vidéo, je voudrais revenir sur une que j'ai faite, c'était il y a 18 jours, c'était le, non pardon, c'était le 10, donc c'était exactement il y a 2 semaines, à laquelle j'avais donné le titre hautement évocateur de ce que j'ai fait depuis lundi. Pourquoi ce titre? Ça me permettait de, voilà, de couvrir un grand nombre de sujets, comme dire un petit mot sur le Brexit, dire un petit mot sur les États-Unis. Mais surtout, ce dont je voulais vous parler, c'était du fait que Vincent Burnand-Galpin et moi, nous avions déposé le manuscrit de ce livre qui, au moment où nous l'avons déposé il y a 15 jours, s'appelait État d'urgence, comment sauver le genre humain. Et puis, avec des discussions avec l'éditeur, on a laissé tomber cet état d'urgence et ça c'est devenu comment sauver le genre humain qui est beaucoup plus clair et direct. Et ce qui m'avait surpris, c'est que dans les jours qui suivaient, je m'étais dit depuis un certain temps que j'allais me remettre à deux projets qui avaient été remis depuis un certain temps. C'était travailler, terminer véritablement le manuscrit du deuxième volume consacré à Trump et une idée qui date d'il y a une dizaine d'années. Euh, oui, exactement une dizaine d'années, une suggestion de M. Pierre Nora chez Gallimard que j'écrive quelque chose qui serait de l'ordre de mémoire. Bon, pas sous la forme, je dirais, particulièrement ennuyeuse et auto-congratulante que le style peut avoir, mais quelque chose de plus intéressant sur voilà, comment on peut naviguer, comment il était possible à quelqu'un de naviguer dans la deuxième moitié du XXe siècle et le début du XXIe. Et ma surprise, ça avait été que dès que j'avais eu un peu de temps, je m'étais précipité à faire tout à fait autre chose auquel je ne m'attendais pas, qui était de me replonger dans l'intelligence artificielle, d'aller rechercher les boîtes où se trouvaient mes livres à ce sujet et de me replonger là-dedans et de constituer très rapidement avec deux d'entre vous, deux physiciens, un petit groupe de réflexion sur ces questions-là. Et surpris voilà, par moi-même, j'avais fait cette petite vidéo et l'explication que je me donnais et que je vous ai donnée, c'était en termes de l'effet de Zeigarnik, du nom d'une psychologue des années 50, que les tâches interrompues, on a toujours envie d'y revenir et de les terminer. Et je mettais ça en rapport avec la fin brutale de mon travail en intelligence artificielle où on nous avait rassemblé un beau jour pour nous dire, bah, écoutez, il y a plus d'argent. On travaillait en fait pour l'armée et pas pour British Telecom et ceux d'entre vous qui sont britanniques peuvent aller travailler dans une caserne pas très loin d'ici. Et pour les autres, ben, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Donc c'était particulièrement frustrant, je dirais, comme fin en queue de poisson, surtout qu'on était au milieu de trucs qui étaient assez passionnants. Et donc, explication, l'effet de Zeigarnik. Et puis, si vous avez fait une psychanalyse, et encore a fortiori si vous êtes psychanalyste vous-même, vous savez que quelque chose qu'on remet à tout moment sur le tapis pour essayer d'en comprendre davantage, ce sont les motivations qu'on a. On en reparlait, c'est quoi, il y a 2 jours à Lille, à propos de l'effet Libet, cette constatation qu'on peut faire que notre conscience, que notre intention, la manière dont nous formulons l'intention de faire quelque chose vient après que notre corps a déjà débuté le mouvement, la chose. Monsieur Libet avait vu que, d'après ses expériences, qu'il n'avait pas convaincu lui-même, ce qui est toujours très amusant, que l'intention de faire quelque chose vient une demi-seconde après que nous avons commencé de le faire, et des expériences successives au fil des années qui essayaient peut-être au départ de voir où était l'erreur dans le raisonnement de Libet ou dans son interprétation de ces données, est arrivé jusqu'à des écarts de 10 secondes. Parfois, là, notre conscience que nous allons faire, que nous voulons faire quelque chose, arrive 10 secondes après que nous avons commencé à le faire. Et quand on réfléchit, on trouve chacun des expériences de ce type-là, des comportements inexplicables, mais qui sont simplement liés à l'apparition de la conscience
qu'on a l'intention, qu'on voudrait bien faire quelque chose que le corps a déjà décidé de faire depuis un bon moment. Ce qui m'est venu, c'est que mon explication en termes de Zeigarnik, elle est probablement partiellement vraie, mais il y a autre chose qui m'est apparu. Euh, Ce livre que Vincent et moi nous avons fait, c'est une bouteille à la mer. On a pris au sérieux l'idée de donner un plan à partir de choses que j'avais faites depuis longtemps et à partir de la réflexion de Vincent maintenant et la recherche de chiffres, de voir ce que les gens font déjà, de proposer un véritable plan, quelque chose qu'on pourrait effectivement donner au gouvernement, aux organisations internationales en disant voilà, c'est ça qu'il faut faire maintenant, dites-nous ce que vous en pensez. Et comme pas mal d'entre vous l'ont déjà fait remarquer à propos de certains des textes qui vont apparaître dans ce livre, euh, c'est très ambitieux. Tout nous laisse croire que les gouvernements ne seront pas partants, que le monde des affaires mettra un veto à la plupart des choses que nous proposons, et ainsi de suite. Et c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et c'est pour ça que ma petite vidéo ici maintenant s'appelle Mon plan B. Mon plan B, pourquoi? Parce que, en fait, à part l'effet Zeigarnik, je me suis rendu compte de la chose suivante, c'est que dans ce livre, publié en 2016, qui s'appelait Le donné qui s'en va éteint la lumière, je disais la chose suivante, c'est que parmi l'ensemble des scénarios que de manière réaliste j'essaie d'envisager, je disais la chose suivante, le scénario parmi la multitude qui se trouve devant là, celui dont nous sommes le plus près de pouvoir véritablement le réaliser, c'est celui de machines intelligentes succédant à nous, non pas comme des aides, comme c'est le cas maintenant, mais comme quelque chose qui nous succède à proprement parler. Il n'y a pas de nécessité que ce soit sur la forme, je dirais, éminemment picaresque du scénario Terminator, mais sur le plan du réalisable, de ce que dans l'état actuel de la technique est faisable ou non. Mon sentiment, à partir de ce que j'ai pu voir, d'avoir quand même continué à suivre l'histoire de l'intelligence artificielle, ce qui se passait dans ce domaine où je n'étais plus chercheur, mais où je conservais un intérêt, m'a fait penser, m'a convaincu entre les années où j'ai arrêté d'en faire en 90 et maintenant, que ce qui nous apparaissait comme les goulots d'étranglement ou les goulets d'étranglement, les choses qui nous paraissaient très difficiles à faire et que peut-être on n'arriverait pas à faire, que tout ça a sauté et je ne vois plus d'obstacles majeurs. Nous savons faire des machines, nous savons faire des machines qui savent reproduire d'autres machines. Nous commençons à comprendre véritablement ce qui se passe dans les réseaux neuronaux et pourquoi ça marche et dans quel cas ça ne marche pas. Et c'est un peu les questions que j'ai posées ces jours derniers. Il faudrait que nous ayons une compréhension parfaite, complète de ce qui se passe exactement dans un réseau neuronal et pourquoi ça se passe de cette manière-là et pourquoi c'est si efficace. Mais il me semble que ma motivation dans les jours qui ont suivi le 6 janvier, le dépôt du manuscrit, c'est pas simplement de vouloir renouer avec quelque chose qui s'était interrompu pour moi, mais c'est sans doute l'idée d'un plan B, que si ça marche pas du tout, notre machin, d'appeler à la solution de nos problèmes pour sauver le genre humain, que je peux passer peut-être encore le peu de temps qui me reste à travailler au plan B, c'est-à-dire ce que je présente parfois comme une solution semi-optimiste. Semi-optimiste parce que, on ne serait plus là, donc ça on peut considérer que c'est le pessimisme absolu. Mais en même temps, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans l'univers, et en particulier à la surface de la Terre, ce mouvement qui va du physique au chimique, et puis du chimique, et ça c'est propre à notre planète, du chimique au biologique, et que le biologique nous a produit, nous en particulier, mais que nous sommes parvenus à produire un stade ultérieur encore au biologique,
le truc qui rend des Heidegger fous, évidemment, parce que ça enlève une grande partie, je dirais, de la responsabilité à un Dieu que nous postulons, cette idée que que nous fassions mieux que les dieux qui soit existent, soit que nous imaginons, c'est-à-dire que nous ayons produit le stade ultime. Et donc aux yeux je dirais, de l'univers, pour autant que l'univers ait des yeux, c'est vraiment pas mal que nous inventions le technologique. Et, euh, et aux yeux de l'univers, il pourrait se dire, je mets tout ça entre guillemets bien entendu, soyons sérieux, que le biologique c'est quelque chose de fragile et que nous, êtres humains, nous avons trouvé le moyen d'aller au-delà de cette fragilité en produisant quelque chose qui ne serait pas lié nécessairement à une vie sur une planète comme la planète Terre, mais quelque chose qui pourrait se répandre dans l'univers et avec une robustesse bien plus considérable. Voilà, une petite réflexion un vendredi matin avant le week-end. Allez, à bientôt.